Bah, écoutez, bienvenue dans ce FLM de la chaire Économie du climat. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, Clément, Nédoncel qui est, donc chercheur à l'INRA. INRA est Paris-Saclay, si j'ai bien compris. Donc initialement, Clément Nédoncel était spécialisé, enfin est toujours spécialisé, j'imagine, en économie internationale, puis a progressivement glissé vers des aspects, liant économie internationale et économie de l'environnement et vous allez nous présenter aujourd'hui un papier qui n'est plus du tout économie internationale, qui est strictement, économie de l'environnement, en vous intéressant notamment, aux impacts en termes d'inégalité, entre les agriculteurs français, des questions liées au réchauffement climatique. Donc, on a pas mal de temps pour le FLM, traditionnellement, hein, puisque ça peut aller jusqu'à 14 heures. Donc vous avez facilement une bonne heure de présentation si vous le souhaitez. Par contre, éventuellement, peut-être que les personnes du public pourront intervenir ponctuellement en levant la main, dans le chat, pour se manifester si à un moment donné, ils ont besoin que vous leur apportiez des précisions ou de vous poser des questions et dans tous les cas, il y a un temps de discussion qui est prévu après, la présentation sur la demi-heure restante. D'accord? Parfait. Donc, je vous laisse ah bah oui, j'allais vous dire de tester si, le partage d'écran fonctionnait bien, mais je vois que c'est positif. Donc, bah, écoutez, allez-y, je vous laisse parler. OK, super. Bien écoutez, merci beaucoup pour l'introduction. En effet, je devais commencer par, dire ce que je n'allais pas faire, ce qui me permet de gagner un petit peu de temps sur la présentation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Denorcel et donc je suis chercheur, INRAE depuis plusieurs années maintenant, dans l'UMR qui s'appelle désormais Paris-Saclay Applied Economics. Hem et je vais vous présenter aujourd'hui, un papier qui effectivement s'intéresse à l'effet des changements climatiques ou des variations météorologiques sur, les agriculteurs, sur l'agriculture en général et sur les inégalités entre agriculteurs. Je suis très content de vous présenter ce papier et donc je suis très heureux de votre invitation, hem et pour au moins une raison. C'est un travail qui a été fait avec, Maxime Ollier, que vous connaissez probablement aussi bien que moi. Et je suis très content de vous présenter ce travail, pour avoir vos retours sur ces questions-là, sur lesquelles on est encore en train de travailler. Donc tous vos commentaires, tous vos inputs, toutes vos questions seront évidemment, importants et donc n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair durant la présentation. Hem Donc en termes de motivation pour ce travail, on on se situe dans une littérature, économique assez foisonnante, qui fait le lien entre le climat et les outcomes économiques. Il y a le papier de Dell et ses co-auteurs qui fait un peu un résumé dans le JEL, qui fait un résumé de cette littérature et qui la met en perspective et qui montre que fondamentalement, les températures et les conditions climatiques, les conditions météorologiques ont des impacts sur, tout un ensemble de d'agrégats économiques et en particulier sur des agrégats liés à la production agricole. Hem, du coup, on se situe dans une littérature ou dans un moment de la recherche qui s'intéresse à l'effet de ces conditions sur les activités économiques et en particulier, pas mal de contributions, à l'intersection de cette climate economy et de l'économie agricole, se sont intéressés à l'effet de ces variations météorologiques, climatiques, sur lesquelles on reviendra ensuite, mais qui ont affecté la production, les revenus agricoles et les inégalités. En particulier, il y a les papiers de Wolfram Schenker et ses co-auteurs qui ont, par exemple, identifié des moments ou des niveaux de température seuil au-delà desquels les rendements ont tendance à se réduire, si bien qu'en fait, les températures extrêmes ou les variations de température non habituelles auront des impacts. Et donc, si vous avez regardé un tout petit peu l'article euh, que je vous présente aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse aux variations des températures qu'on appelle extrêmes, c'est-à-dire rares dans la distribution des températures. Et c'est ça qui nous différencie de la littérature existante, puisque la plupart des études
que je mentionne dans le troisième point ici, la plupart des études dans la littérature s'intéressent à l'effet marginal des variations moyennes de température ou dans les précipitations. Sous-entendu, ce sont ces variations de température moyenne sont les variations qui intéressent ou qui sont cruciales pour comprendre l'effet du changement climatique sur les productions agricoles et les revenus agricoles. Ces choses-là ont été étudiées dans pas mal de contextes, sur plusieurs outcomes, les revenus, les inégalités, les rendements, etc., ou la spécialisation entre cultures, et dans différents cadres géographiques, les États-Unis, la Chine, etc. Et donc, dans cette espèce de contexte un peu global, que ce papier a pour ambition de traiter, ce sont les deux questions suivantes. Premièrement, est-ce que les variations de météo qu'on appelle extrêmes, c'est-à-dire rares ou situées aux extrémités de la distribution des événements, ont un impact sur les revenus des agriculteurs? Et je vous rappelle que cette question-là, en fait, est un peu oubliée de la littérature existante qui se focalise sur les impacts moyens. Donc ça, c'est la première question, on s'intéresse aux événements extrêmes. Je reviendrai ensuite sur la définition d'extrême, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et une question, en fait, un peu subsidiaire ou une question corollaire, c'est supposons que l'on trouve des effets extrêmes ou des effets de ces variations météo extrêmes. Est-ce que ce sont ces effets de météo rares qui déterminent les résultats qu'on a observés sur les effets moyens euh, précédemment dans la littérature? La deuxième question à laquelle on s'intéresse, c'est conditionnellement à l'effet moyen de ces effets extrêmes entre agriculteurs, est-ce qu'il y a des effets redistributifs de ces effets, de ces événements extrêmes? Pourquoi on s'intéresse à ces effets redistributifs? Pour deux raisons. La première, c'est que si on veut comprendre le coût total des effets des variations climatiques, eh bien, on doit s'intéresser à l'effet moyen, mais aussi à l'effet redistributif. On doit se comprendre qui sont, comment individuellement les agriculteurs sont affectés, si un effet moyen nul ne cache pas finalement des disparités se compensent. Et la deuxième raison, c'est que on, si effectivement il y a des vainqueurs et des perdants dans, par rapport à ces chocs, alors les réponses de politique publique doivent en tenir compte. Et fournir une réponse politique pour l'agriculteur moyen, dans ce cas-là, n'est pas forcément approprié. Et fournir une réponse politique appropriée nécessite de bien identifier qui sont les gagnants et les perdants de ce type de variation. Donc on a ces deux questions. Premièrement, l'effet moyen de ces événements extrêmes et ensuite les effets redistributifs, les effets différentiels, vous pouvez les voir de cette manière-là, de ces événements extrêmes. Donc on va essayer d'y répondre dans ce projet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, en pratique, on va estimer l'impact des événements météo extrêmes sur les revenus agricoles des agriculteurs français. J'écris que c'est principalement les revenus agricoles qu'on va étudier. Et on va autoriser la réponse des revenus on va autoriser l'effet de ces variations extrêmes à varier entre agriculteurs selon leurs revenus, ce qui sera notre principal gradient, et surtout principalement au sein d'une région. C'est-à-dire qu'on va éliminer les effets de composition entre régions, mais on va s'intéresser à l'effet d'un choc probablement de manière différentielle entre agriculteurs qui se situent tous au sein d'une même région et donc qui font a priori face au même choc. Pour répondre à cette question-là, pour estimer ces choses-là, on va utiliser le RICA, qui est une enquête annuelle, une enquête pluriannuelle des conditions dans lesquelles les agriculteurs font leur métier, qui fournit des données individuelles, annuelles, pour à peu près 130 000 fermes françaises sur la période 2000-2017. Donc ça, ce seront nos variables d'outcome, en fait. Et puis, notre variable de choc, on va l'identifier grâce à des données de Météo France.
Euh, on va se... Pourquoi on s'intéresse à cette question sur l'agriculture française? Parce qu'elle est particulièrement diversifiée entre cultures, entre climats, et donc ça, en tant qu'économiste, et en tout cas en tant qu'économiste appliqué, c'est assez intéressant en termes d'identification des effets. Euh, de plus, dernier point de motivation, si on s'intéresse à au cas d'un pays européen, alors l'impact de ces variations extrêmes est aussi peut être intéressant dans le cas de la refonte de la politique agricole commune, qui a pour certains objectifs de redistribution. Et donc, dans le cas des pays européens, on a peut-être intérêt à comprendre si ces événements extrêmes ont des effets redistributifs. Donc, le cas de la France est assez intéressant parce qu'il nous permet d'identifier ces questions, ces effets en termes d'identification, en termes d'économétrie. Et ensuite, ça a un intérêt un peu plus global que simplement académique, mais simplement peut-être à fournir des informations sur une refonte éventuelle de la politique agricole commune. Quels sont les résultats? Donc, si vous êtes en train de, de nous rejoindre et que vous voulez ensuite partir, quels sont les résultats qu'on trouve? On trouve que effectivement, à la fois les événements chauds et les événements froids, qui sont rares dans la distribution des températures, ont des effets négatifs sur les revenus agricoles. Ça, c'est pas un résultat totalement nouveau, mais on confirme des résultats qui existent dans la littérature et on montre que ces effets-là ont lieu aux deux extrémités de la distribution des variations météorologiques. À la fois des événements très chauds, très rares et très chauds, et des événements très rares et très froids ont bien des effets négatifs en moyenne sur les revenus agricoles. Là où ça devient un peu plus intéressant, ou encore plus intéressant si vous voulez, c'est que ces effets moyens ont tendance à cacher de l'hétérogénéité entre agriculteurs, selon leurs revenus. Et ce que l'on trouve, c'est que ces événements chauds et froids, qui ont des effets en moyenne négatifs, ont des effets différentiels différents entre agriculteurs. En particulier, on trouve que les événements froids extrêmes sont plus dommageables, plus négatifs pour des agriculteurs dans le bas de la distribution des revenus, alors que les effets chauds et rares de température sont plus négatifs pour des agriculteurs dont le revenu est élevé. Et donc, on va premièrement documenter ce fait-là. Je vais essayer de vous convaincre pendant les minutes qui me restent que ces résultats-là sont vrais, sont robustes, sont solides, sont vraiment en jeu. Et puis, j'ouvrirai la discussion à la fin sur pourquoi ces résultats-là apparaissent, ce qui est également ce sur quoi on travaille en ce moment. Donc, un effet moyen négatif et des effets différentiels qui sont différents eux-mêmes entre types de revenus, entre agriculteurs à différents endroits de la distribution des revenus. Où est-ce que ça contribue dans la littérature? Très rapidement, on pense que ça contribue aux trois littératures que je mentionne ici. Premièrement, une littérature assez globale et assez ancienne qui s'intéresse aux liens entre agriculture et météo. Ensuite, on contribue à une littérature peut-être un peu plus récente et peut-être plus petite en taille, en nombre de contributions, qui s'intéresse aux effets des événements extrêmes, ou un type de variation météo particulière. Et enfin, on contribue à une littérature émergente qui se focalise sur les effets redistributifs ou différentiels des variations météorologiques. Et donc là, ici, on mentionne deux papiers assez récents qui sont publiés dans le JIM et qui s'intéressent à ces effets-là, à la fois pour De Paola au Brésil et pour Malikoff aux États-Unis, et qui trouvent des résultats notamment De Paola, assez proches des nôtres pour le cas de la France, mais avec des choses un petit peu différentes. En termes de données, est-ce qu'il y a pas de questions pour l'instant? Je me permets d'avancer. Très rapidement sur les données. Donc, quelle est la variable qui vous intéresse probablement le plus? Ce sont les données météo.
Donc notre période d'analyse va de 2002 à 2017, contrairement à ce que je vous ai dit auparavant, c'est pas 2000-2007, c'est 2002-2017. Et donc on utilise des données d'observation météo qui proviennent de Météo France. Et donc ces données-là nous indiquent les températures moyennes journalières, les précipitations à la fois solides et liquides, et un tas d'autres informations qu'on n'utilise pas spécialement dans l'analyse, mais au niveau de la municipalité et donc au niveau du jour. Donc ces données-là sont extrêmement détaillées pour nous, et à partir de ces données brutes, journalières, municipalité, on va mesurer des événements extrêmes. Alors on a fait un choix ici sur lequel on pourra discuter ensuite, de considérer des événements extrêmes comme des événements rares, c'est-à-dire, étant donné une distribution a priori, on a considéré qu'une température était extrême si cette température a rarement été observée dans la ville avant la période d'analyse. Et donc cette période pré-analyse, on l'a considérée de 1988 à 1999. Donc on a une distribution des températures par ville, et donc on compare la distribution, ou en tout cas les événements qui ont lieu entre 2002 et 2017, à la probabilité, où on compare cette probabilité après à la probabilité avant, et on considère qu'une température à un jour donné entre 2002 et 2017 est rare si elle fait partie des queues de distribution euh, des températures de la ville donnée. Donc on compare une ville avec elle-même au cours du temps. Donc là, évidemment, on choisit des seuils qui sont relativement larges. Donc on considère que vous pouvez, dans toute l'analyse qu'on a présentée ici, euh, on a identifié le 10e percentile et le 90e percentile de la distribution des températures sur la période 88-99 comme étant notre distribution de référence. Et tout ce qui se situe en dehors de ces seuils est considéré comme une température extrême. OK. Ensuite, une fois qu'on a ces températures seuil, on peut donc, qui sont désormais notées comme c'était ici, avec ces références, on a considéré que les températures observées à un jour K, ici, dans l'année T, étaient finalement extrêmes s'ils étaient supérieurs au seuil chaud ici, ou inférieurs pour le froid ici, s'ils étaient supérieurs au seuil. Et donc, non seulement on compte cette température comme étant extrême, mais on agrège sur l'ensemble des jours de l'année la différence entre cette température référence et la température observée. Donc peut-être que la température est très chaude, donc on la comptabilise comme chaude, mais en plus on prend dans quelle mesure elle est chaude. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces différences entre la température seuil et la température observée, ça nous donne par année, par jour, une mesure de l'intensité avec laquelle il a fait très chaud. On les agrège sur une période, c'est-à-dire l'année T. On prend tous les jours où il a fait chaud. Donc ça nous donne un nombre de jours, et cette mesure-là est très proche de ce que la littérature considère comme des growing degree days. Donc si vous êtes familier avec cette littérature-là, on se focalise sur des choses qui sont très proches de ces growing degree days. Simplement, nos températures seuil ne sont pas des températures seuil pour tout le monde, et elles tendent à refléter des événements extrêmes. C'est-à-dire qu'on va chercher très loin dans la distribution. On fait la même chose avec les événements froids. Donc on agrège à quel point il y a eu des jours où il a fait froid, plus l'intensité avec laquelle il a fait froid. Donc ça nous donne, pour ces événements chauds et ces événements froids, par année et par commune, ça nous donne deux nombres de jours, ou deux degrés jours, si vous voulez, qui mesurent l'intensité avec laquelle il y a eu des événements extrêmes. C'est la combinaison du nombre de jours et de l'intensité. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est un truc empirique qu'on a utilisé
de manière à rendre des événements qui sont non marginaux, c'est-à-dire que des événements extrêmes, normalement, sont par nature non marginaux, ou en tout cas, on s'attendrait à ce qu'ils aient des effets non marginaux. Eh bien, ces événements non marginaux, on les transforme en mesures marginales. Et donc, c'est un choix qu'on a fait, sur lequel on pourra à nouveau se disputer dans la suite. Mais ça nous permet d'avoir des choses, d'avoir une stratégie empirique qui retombe sur les pattes traditionnelles de, de, de ce qu'on sait faire. Et donc, ce sont des événements, des mesures marginales, des événements qui sont probablement non marginaux. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant d'avoir utilisé cette mesure-là, et c'est pour ça qu'on va essayer de la défendre. À quoi ça ressemble dans les données? Donc, à gauche, vous avez par année agrégé sur l'ensemble du pays, donc c'est en moyenne, ça vous donne le nombre de jours ou le nombre de degrés jours dans lequel il a fait chaud. À droite, vous avez la même chose pour les températures froides, à nouveau moyennées sur l'ensemble du pays. Vous avez les écarts types qui sont plotés autour. Et donc, vous voyez qu'effectivement, on retrouve en 2003 l'année de canicule, un point un peu extrême, hein, pour le coup, où on a bien un nombre de jours où il a fait chaud qui est très élevé, et ces jours-là, il a non seulement fait chaud, mais il a fait très très chaud. Vous voyez également qu'il y a eu un certain nombre de périodes de froid qui correspondent, dans les années 2010-2011, on retrouve des périodes qui ont été documentées comme étant des hivers plus froids, des périodes plus froides que les autres, même si effectivement là c'est un tout petit peu moins clair que pour le cas de 2003. Et ces choses-là, en fait, nous permettent d'être assez rassurés sur le fait d'avoir identifié, par exemple, 2003 comme étant une année chaude. Eh bien, c'est typiquement le type d'événement qu'on veut identifier dans notre mesure, et on est capable de le faire. Ensuite, donc ça c'était le côté météo. Ensuite, sur le côté des fermes, des agriculteurs, on utilise le RICA, donc FADN en anglais. On considère à peu près 130 000 fermes, c'est-à-dire sur la période, donc c'est toujours 2002-2017. On a à peu près 1100 fermes par année. On se retrouve avec à peu près 18 500 observations brutes. Et donc les fermes sont identifiées, elles sont localisées au niveau de la municipalité. Ça tombe bien parce que nos données météo sont au niveau de la municipalité également. On n'a pas d'informations plus précises sur la localisation exacte de l'agriculteur, mais simplement on est capable d'identifier dans quelle ville il a déclaré son activité. Quelles sont les variables brutes qui sont présentes dans le fichier? Quel est le type d'activité qu'il met en place? Quels sont ses inputs? Quels sont ses outputs? Quels sont ses revenus? Etc. Quelles sont les variables principales qu'on a utilisées dans notre analyse? La variable principale sur laquelle on va se baser, ce sera le revenu. Et donc, on l'a considéré comme en anglais, l'operating surplus. Donc, c'est-à-dire la valeur de l'output, plus l'ensemble des subventions qu'il reçoit, moins l'ensemble des coûts qu'il a payés, moins les taxes, moins les intermédiaires. Et donc, ça, c'est une définition du revenu qui est utilisée dans la littérature, donc sur laquelle on n'a pas vraiment d'innovation majeure. Ensuite, on a essayé en termes de robustesse à cette mesure-là, notre deuxième mesure a eu tendance, a pour vocation de normaliser cette variable de revenu par le nombre par la main-d'œuvre qui a été utilisée dans le processus de production qui n'a pas été payé, c'est-à-dire l'agriculteur en quelque sorte. Ouais, je vois qu'il y a une question. Oui, merci. C'est par rapport à la considération du revenu. Je Oui. me demandais si les revenus par exemple, si les fonds des assurances étaient pris en compte ou pas du tout? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment un revenu agricole, brut, Parce que je vois, c'est-à-dire la valeur de l'output. Après, mmh est-ce que le revenu ou le bénéfice d'une assurance, le paiement d'une assurance, rentre dans les subventions? Je ne suis pas certain. Et comme on parle d'événements, extrêmes,
je me dis que peut-être il y a des, choses qui sont mises en place par l'État et les assurances pour, venir en aide aux agriculteurs dans ces situations et que potentiellement c'est des revenus qui seraient intéressants de regarder dans cette situation-là aussi du coup. Oui, c'est très juste. C'est un point très intéressant, sur lequel, à mon avis, pas mal de vos collègues travaillent sur, la mise en place d'une assurance, récolte, face à ces événements météo. Hem, pour être totalement honnête et transparent, je pense qu'il faudrait que je vérifie dans les données si effectivement on a ces choses-là. OK. Mon sentiment, c'est que, vu la période et vu les niveaux actuels de couverture contre les risques, Mmh. je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui soient couverts contre ces risques de manière privée. Et je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui aient une couverture, ou que le degré de couverture publique soit suffisamment élevé à cette période-là pour venir, OK. nous embêter fortement. Mais je prends le point et je revérifierai dans les données. Merci. Merci. Hem, OK, je réduis ça. On y va, on avance. Donc pour vous donner une idée des revenus qui sont en jeu, vous voyez qu'on est à peu près à 84 000 € de revenus par agriculteur en moyenne sur notre échantillon, et que si on normalise, ce qui sera notre mesure de robustesse, on est à peu près à 66 000 € de revenus. On a ensuite fait un choix qui était de se restreindre, à des fermes ou à des agriculteurs qui avaient, un revenu qui était déclaré comme positif ou strictement positif, et ceux qui avaient fait face à 0 jour, au minimum 1 jour d'événements extrêmes dans l'échantillon. Ça réduit donc le nombre de fermes dans l'analyse, mais vous voyez que la sélection ne semble pas avoir changé, la distribution, ou en tout cas les moments de la distribution, hem, heu, du point de vue des revenus des agriculteurs. Donc on va se restreindre à ce set d'agriculteurs dans l'analyse. Hem, voilà. Bon, très rapidement, où est-ce qu'ils sont situés? Vous voyez que c'est relativement, homogène sur l'espace, en France, avec quelques différences par contre dans leur orientation, principale, qu'on n'exploite pas totalement dans l'analyse, donc c'est pour ça que je passe, heu, très rapidement. Alors évidemment, vous allez me dire: «Oui, mais en fait, ce qui détermine, le revenu d'un agriculteur, c'est, ses choix, c'est, tout ce qu'il peut mettre en place, c'est ce qui lui tombe du ciel, littéralement, mais c'est aussi, l'information sur la qualité du sol». Peut-être que les agriculteurs, la qualité du sol ou la qualité du sol, c'est une autre source d'hétérogénéité entre fermes, et donc c'est, une variable oblique de notre analyse, et donc on doit essayer d'en tenir compte. Donc on a essayé au maximum de faire correspondre des données de de qualité des sols européennes, au niveau municipalité, et donc on a utilisé, la base de données ESDB, qui nous permet d'avoir des informations sur, l'altitude moyenne dans une commune, sur les pentes moyennes, sur, la proportion de la qualité du sol par classe, par commune, si bien qu'on est capable d'avoir d'autres variables qui pourraient expliquer une réponse différentielle à un même choc entre agriculteurs, ou en tout cas entre communes. Hem Donc ça, c'est une autre base qu'on a utilisée, à côté, et qui en fait nous paraît extrêmement importante pour argumenter que c'est effectivement quelque chose de lié à la météo et pas simplement la qualité du sol. Je pense qu'il y a une autre question. Oui, hem, je lis la question en parallèle. Oui, alors on n'a pas le timing, c'est un point un peu délicat de notre analyse. On n'a pas pris en compte, le côté successif de ces chocs. Effectivement, on pourrait imaginer que, 10 jours 10 jours consécutifs et 10 jours, séparés, c'est pas la même chose, et que 10 jours à une période, particulière, c'est pas la même chose qu'une, 10 jours à une autre période. Hem, je pense qu'on pourrait, améliorer sur ces questions-là, et donc vous pouvez voir en fait notre résultat un peu actuel comme étant le low benchmark, ou l'effet moyen de ces chocs-là. À noter qu'on a considéré uniquement les chocs, météo durant la période de croissance.
ce qui réduit en fait le timing dans lequel on s'intéresse au choc. On pourrait clairement aller plus loin. On a pris une mesure assez naïve pour l'instant. Ouais. C'est un point intéressant, en effet. Ok, rapidement, en termes de stratégie empirique, on a estimé cette équation-là. Donc on a notre outcome, c'est-à-dire notre revenu par agriculteur J, qui est situé dans une ville I à la période T. Et en fonction de ces deux chocs météo que je vous ai présentés auparavant, donc le nombre de jours chauds, ou les degree days chauds et degree days froids, un certain nombre de contrôles pour le fermier, un ensemble de contrôles pour la localité, c'est-à-dire les autres événements, les caractéristiques du sol, etc., qui ne sont pas spécifiques à un agriculteur, et puis un ensemble d'effets fixes, annuels et départements, qui nous permettent de contrôler à la fois pour les chocs macroéconomiques annuels sur le prix des outputs, par exemple, ou le prix des inputs, et qui affectent tous les agriculteurs de la même manière, et un effet département qui, en fait, nous dit, voilà, on va regarder, on va comparer les agriculteurs qui se situent tous dans le même département. Sous-entendu, on néglige les effets de composition nos effets de composition géographique dans notre échantillon. On estime ça par OLS très classique. Là où on va un peu plus loin, c'est qu'on va estimer les effets redistributifs via des régressions par quantile. Donc, on va faire exactement la même chose qu'auparavant. Donc, on va estimer, l'effet différentiel de ces mêmes mesures H90, C90, qui sont les mesures des effets extrêmes, en fonction conditionnellement à un quantile de revenus entre 0 et 1. Et donc, les bêtas sont les variables qui vont capturer les effets différentiels entre revenus, entre classes de revenus des agriculteurs. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours au sein d'un département. Donc, on ne compare pas les agriculteurs entre départements. Très rapidement, ok. Alors, en termes de résultats, j'espère que vous voyez bien les résultats. Ceci est notre résultat principal. Donc la variable de gauche, c'est notre revenu individuel, notre revenu agricole. Et donc, vous avez l'ensemble des événements qui nous intéressent, et notamment les deux premières lignes concernent les événements extrêmes. Et donc, vous voyez sur les deux premières lignes qu'effectivement, quelle que soit la spécification et les variables de contrôle, on se retrouve avec des effets négatifs à la fois de ces événements chauds et de ces événements froids. On est capable d'estimer qu'une variation de 10% dans le nombre de jours ou de degrés jours où il a fait chaud a tendance à réduire de 1% en moyenne les événements, les revenus agricoles. Et ceci en contrôlant pour les événements froids qui ont probablement eu lieu au même moment et l'ensemble des variations dans les températures qui ont eu lieu entre ces 10 et 90. Donc on a aussi pris en compte le fait qu'effectivement, peut-être que les H90 sont plus élevés, il a fait plus chaud cette année-là, mais si toute l'année il a tout le temps fait plus chaud mais sans passer le seuil, c'est aussi quelque chose qui doit affecter votre production agricole et donc vos revenus. Et donc là, on a essayé de tenir compte de ça, et donc vous voyez que dans la plupart des colonnes, on obtient que quand il a fait plus chaud, mais sans que ce soit des événements extrêmes, on a une baisse des revenus. Vous voyez qu'on obtient ces effets-là, donc purgés de ces événements extrêmes. Ces résultats résistent à l'inclusion de variables de contrôle qui absorbent de l'hétérogénéité entre agriculteurs, entre villes, entre municipalités d'un même département, et également en fonction des choix qu'ont fait les agriculteurs. Je vois qu'il y a une autre. Dans les variables de contrôle, avez-vous le type d'activité? Non, on n'a pas le type d'activité ou l'orientation principale, l'OTEX. Alors, si je ne me trompe pas,
je pense qu'on a pris la plupart des OTEX dans l'analyse. On pourrait différencier par type d'activité, effectivement. On l'a pas fait parce que ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est essentiellement l'effet moyen dans ce tableau. Bon, on veut un effet moyen, vraiment moyen. On pourrait différencier par OTEX. Maxime nous dit que c'est uniquement les céréaliers, donc je me trompe totalement. Ouais, non, là, c'est uniquement sur les céréaliers, mais on n'a pas distingué par spécialisation. Mais par contre, il y a pas les éleveurs dans ce tableau-là, il y a pas les éleveurs, il n'y a pas les vignobles non plus. Ok. Donc ça, ce sont nos résultats sur les céréaliers moyens de ces événements extrêmes qui sont bien tous les deux négatifs. Enfin, as expected, on s'attendait à ce résultat, c'est pas complètement nouveau. Quels sont les effets différentiels? Donc, quel est l'effet de ces événements extrêmes le long de la distribution des revenus? Et donc, vous voyez que l'effet moyen qui était à moins 0,13 ici, de ce tableau-là, se retrouve est ploté ici. Et donc, vous voyez que jusqu'aux 2 derniers déciles, on se retrouve avec des effets individuels, ou en tout cas par classe, par groupe de revenus qui sont très proches de la moyenne. Et donc, on a des effets par contre qui sont beaucoup plus forts, ou relativement plus forts, dans le dernier groupe de revenus. Sous-entendu, plus vous avez un revenu élevé, plus les événements extrêmes ont un impact négatif. En tout cas, pour les groupes les plus loin dans la distribution. Quelle est est-ce que c'est la même chose pour les événements froids? Eh bien, vous voyez que là, c'est le résultat opposé. On se trouve que l'effet moyen ici, il ne concerne presque personne dans la distribution. C'est un effet moyen qui est un agrégat statistique, parce que les agriculteurs les plus faibles en revenus ont une sensibilité plus forte aux événements froids que non les agriculteurs les plus riches. Et donc, vous voyez que pour les agriculteurs les plus riches, l'effet de ces événements froids est presque nul. En tout cas, statistiquement, il n'y a pas d'effet négatif. Donc, si on avait des effets qui étaient en moyenne négatifs et significatifs, on trouve que il y a des différences entre les agriculteurs, premièrement, et puis il y a des résultats qui sont différents entre groupes, entre les événements chauds et les événements froids. Ces deux types d'événements ont des effets redistributifs qui sont opposés. Et ça, c'est assez intéressant à notre avis. Est-ce que c'est la même chose sur les événements moyens? Vous voyez qu'on a fait la même chose sur les précipitations. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas d'effet différentiel vraiment clairement marqué sur ces précipitations. Sous-entendu, peut-être qu'il se passe quelque chose de très spécifique aux événements extrêmes, sur lesquels on a quelque chose à dire, sur lesquels on pourrait creuser. Mais vous voyez que sur des événements qui sont moyens ou annualisés, pas extrêmes, qui prennent les moments intermédiaires de la distribution, eh bien, on n'a pas d'effet différentiel. Euh, Là, il semblerait qu'il y ait quelque chose à creuser du côté des événements extrêmes et des événements différentiels. Quelle est la robustesse de ce résultat? Qu'est-ce qui se passe si on prend la production agricole, cette fois-ci, et pas le revenu? Vous voyez que la production a tendance à se réduire également, de la même manière qu'on l'avait tout à l'heure sur les revenus. Ce résultat-là résiste, en fait, à prendre une autre variable de gauche, d'outcome. Et si on prend cette fois-ci le revenu normalisé, on voit qu'on obtient des choses en termes de taille de l'effet, en taille d'effet moyen, assez similaire à ce qu'on avait pour quelque chose de pas normalisé. Et donc, si on prend cette fois-ci la production agricole et qu'on regarde les effets redistributifs, vous voyez que là, l'image est un peu plus forte. Les effets redistributifs sur les événements chauds est plus forte. Et on se retrouve avec le même résultat
sur les événements froids. On a bien cet effet différentiel et beaucoup plus négatif pour les agriculteurs les plus pauvres, et des effets quasiment nuls, des effets des événements froids sur les revenus des agriculteurs les plus riches. Et vous voyez qu'on obtient effectivement, encore une fois, une image inversée entre ces événements chauds et ces événements froids. Si on change et qu'on normalise, vous voyez que ce qui nous paraît le plus robuste, c'est vraiment l'effet différentiel des événements froids. Vous voyez que les effets des événements chauds est un peu moins clair ici quand on a normalisé les revenus par la main-d'œuvre non payée. Donc on aurait tendance, s'il fallait discuter un résultat, ce serait plutôt si la robustesse nous amène à discuter un résultat, ce serait plutôt sur la validité ou la pertinence de l'effet différentiel des événements chauds. Par contre, les effets différentiels des événements froids est clairement établi dans les données. OK? Donc, en conclusion, on a montré pour l'instant que les événements extrêmes avaient un impact assez important sur les revenus des agriculteurs, qu'il y avait une hétérogénéité entre les agriculteurs selon leurs revenus, et que ces effets distributifs étaient de nature opposée entre les effets chauds et les effets froids. Alors, quel est, en termes de discussion, pourquoi ces résultats nous paraissent intéressants? Ils nous paraissent intéressants, premièrement, pour des questions liées aux inégalités et au changement climatique. On a montré enfin, il est possible que le changement climatique aboutisse à une modification de la distribution des températures. Et donc, on pourrait très bien imaginer une augmentation des événements chauds. Et donc, si vous croyez aux résultats qu'on vous a montrés, alors dans ce cas-là, cette augmentation dans la probabilité d'avoir des événements extrêmes chauds devrait décroître ou faire baisser l'inégalité de revenus entre agriculteurs. Pourquoi? Parce que les agriculteurs les plus riches sont ceux qui sont le plus frappés en termes de revenus par ces événements chauds. Donc on devrait aboutir à une baisse des inégalités puisque les revenus de ces agriculteurs-là devraient être affectés, plus affectés que ceux du début de la distribution. Maintenant, ce qui se passe du côté des effets des températures les plus froides est assez ambigu. Si on a trouvé un effet différentiel assez clair entre les agriculteurs de ces événements froids, la littérature qui n'est pas économique, mais qui va un peu au-delà de l'économie, s'intéresse aux effets du changement climatique sur les événements froids, est assez ambiguë. D'accord? On ne sait pas vraiment ce qui va se passer sur la probabilité d'avoir des événements froids et à quelle période de l'année, est-ce qu'on va avoir des événements de spring damage, etc. Et donc les effets sont assez ambigus à ce niveau-là. Donc, assez naïvement, on serait tenté de penser que nos résultats auraient tendance à indiquer une baisse des inégalités entre agriculteurs, dans la mesure où on aurait une augmentation de ces événements chauds, ou de la probabilité d'avoir des événements chauds, et des effets ambigus sur la probabilité d'avoir des événements froids. Ensuite, qu'est-ce qui explique nos résultats? On pense que nos résultats sont déterminés ou pourraient être déterminés, c'est une hypothèse de travail, par des effets de composition entre agriculteurs en termes de choix de culture ou de choix d'orientation de ces agriculteurs. Et quel serait en fait que ces choix de culture seraient en fait corrélés au décile de revenus. Si vous prenez la surface qui a été cultivée de colza, vous voyez que la part de la surface qui est dédiée au colza a tendance à augmenter avec le revenu des agriculteurs. Vous voyez que le phénomène inverse dans les données est à l'œuvre pour le maïs. Vous voyez que la part du maïs dans la part de l'espace total a tendance à décroître avec les revenus. Et donc, sous-entendu, peut-être que le maïs
pourrait être plus affecté négativement par des événements froids, alors que le colza pourrait être plus affecté négativement par des effets chauds. Et ces choses-là, ces effets-là qui pourraient donc être corrélés avec nos résultats, sont documentés de manière un peu anecdotique dans la littérature. Ici, je mentionne le papier dans un papier dans Nature, mais qui montre effectivement que les rendements du maïs et du colza sont effectivement affectés de manière différencielle par des événements chauds et par des événements froids, ce qui serait assez cohérent avec nos résultats. Donc c'est une explication potentielle sur laquelle on envisage de travailler et qui en fait nous amènerait à penser que la composition ou le choix de culture serait le déterminant principal de ces effets différentiels. Enfin, pour terminer, si on met un peu en perspective nos résultats avec la littérature, on se situe dans une littérature qui a mis en évidence le rôle de ces événements extrêmes, et notamment on a des résultats qui sont assez cohérents avec les résultats qui sont mis en avance par Gamans et ses co-auteurs dans le cas de la France. Donc on a des résultats qui sont assez cohérents de ce point de vue-là. Et du point de vue des effets redistributifs, on a des résultats qui sont relativement cohérents avec le papier de Paola, parce que de Paola au Brésil, qui s'intéresse à l'effet différentiel des impacts des effets climatiques non extrêmes sur les revenus brésiliens selon la qualité de la terre. Lui, il montre que finalement, l'augmentation des températures pourrait réduire les inégalités, ce qui est un peu le message de mon slide juste précédent, parce que ces effets de température seraient plus négatifs pour les firmes qui ont, ou les fermes qui ont des qualités de sol importantes, de bonne qualité, des sols de bonne qualité. Nous, on a un résultat qui serait assez similaire, en lien avec des événements extrêmes, mais pas forcément avec une question de qualité de la terre. Quelles sont les perspectives dans notre projet? C'est d'essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin sur d'essayer d'avoir des discours peut-être un peu plus avancés sur le lien entre ces événements extrêmes et ces inégalités de revenus. Deuxièmement, de se focaliser sur le rôle potentiel de l'adaptation des agriculteurs. Au-delà du choix de la spécialisation, est-ce qu'au cours du temps, ils font des choix qui leur permettent de se couvrir? Effectivement, peut-être, ça rejoint la question de tout à l'heure sur l'adaptation, sur les choix d'assurance, etc. Et puis, une extension possible qu'on envisage, c'est peut-être d'essayer d'avoir un discours sur quels sont les effets de ces événements extrêmes, étant donné les projections climatiques que l'on a, et peut-être essayer d'avoir une mesure de ces effets projetés dans l'agriculture, en se focalisant uniquement sur les événements extrêmes. Sur ces points-là, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, et je vous remercie pour vos questions et vos discussions. Et puis, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Clément. Je vais rendre la main à Marc qui a des petits problèmes de micro. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, oui, désolé, j'ai des petits soucis là avec mon micro. Je suis pas encore habitué, c'est un nouvel ordi et du coup, il faut que je m'y habitue. Je vais peut-être commencer par poser mes questions très égoïstement. Alors, je me souviens plus, vous avez présenté les variables de contrôle que vous aviez, mais je me souviens plus si vous aviez des variables de contrôle de la localisation, sous une forme ou une autre que l'écart à la température moyenne. Vous voulez que je réponde tout de suite ou dans la discussion? Oui, parce que c'est un petit peu à tiroir ma question. Ok, Selon la ça va. réponse, j'en ai d'autres. Alors, on a une localisation qui est au niveau de la municipalité. Donc, on a un certain nombre de variables qui ont trait à la localisation, donc à la municipalité, pardon. Donc, on a par exemple l'élévation ou la pente moyenne
ou le type de sol dans la commune en moyenne, Oui. mais on n'a pas de localisation précise, si vous voulez. Alors, vous n'avez pas une localisation de type nord, sud, est, ouest, etc. Alors, je Non. précise ma pensée. Est-ce que vous testez l'impact d'un écart à la température moyenne? Mais peut-être que moins 2 degrés par rapport à la température moyenne, c'est pas la même chose si vous êtes déjà dans le nord avec un climat froid que si vous êtes dans le sud avec un climat en moyenne plus chaud. Oui, Est-ce alors, que OK. vous n'avez pas le moyen de contrôler, par exemple, d'ajouter, en plus de l'écart à la température moyenne, enfin le nombre de jours d'écart à la température moyenne que vous considérez comme suffisamment Mmh. extrême, est-ce que vous n'avez pas moyen d'ajouter cette température moyenne elle-même Oui. Alors, vous pour pouvez la considérer qu'elle contrôler est en fait dans du les. climat standard de la Oui. région? Alors, il y a deux manières de le faire. Soit on. Alors, là, dans les résultats actuels, ces choses-là sont contrôlées dans l'effet fixe département, en fait. On considère qu'il y a une température moyenne dans le Ah, d'accord, oui. département du 0,8 point. Voilà. Je Mhm. ne sais pas s'il y a beaucoup de céréaliers dans les Ardennes, mais voilà. On considère qu'il y a une température moyenne, et donc ce seront des écarts à cette moyenne historique, si vous voulez. Elle est invariante dans le temps. Et donc, de la même manière, ce qu'on identifie, c'est non seulement cet écart à la moyenne, mais c'est également l'écart dans le nombre de jours qu'il a fait chaud, froid. Donc, c'est l'écart dans le nombre de jours qu'il a fait chaud par rapport à la moyenne du département. Donc, c'est D'accord, 8 ok. départements. Oui, d'accord, d'accord. Mm. Mm. Donc, de fait, on contrôle pour ces grandes régions. Je pensais que vous aviez une question plutôt sur la localisation précise. Euh, Non, 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 non. Mon idée était de ok. dire, bah oui, mais peut-être que les Mais céréaliers les plus totalement riches, d'accord. ils sont dans Totalement certains d'accord. départements, Ouais. et comme c'est pas le même climat, une même variation n'est pas forcément équivalente. Ouais. C'était pour ça en fait, pour faire le lien avec le fait que il y avait enfin, cet effet différencié sur les agriculteurs les plus riches. Et dans le RICA, est-ce que vous avez les informations sur les choix d'assolement des agriculteurs? Euh, je ne suis pas certain. Je ne suis D'accord, pas certain. parce que c'était à nouveau par rapport à ce que vous évoquiez sur le fait, par exemple, le choix entre colza et maïs. Oui. Heu, Si vous Ben, avez les choix d'assolement, ça vous permet de contrôler ça, en fait. C'est-à-dire de contrôler si effectivement les agriculteurs Mhm. riches ne sont pas enfin les plus aisés, en tout cas ceux qui ont les revenus les plus élevés, Mhm. les revenus C'est de juste. production les plus élevés, effectivement, est-ce que ce sont ceux qui font le plus, alors j'ai pas bien compris, c'est ceux qui font du colza plutôt? Ils se portent plus facilement sur le colza, c'est ça? Mhm. Ouais. Et si donc pour essayer de valider votre hypothèse en fait, de contrôler par les choix d'assolement. Ouais. Euh, Sachant que du genre- coup, il peut y avoir une corrélation forte entre certains choix d'assolement et le décide de revenus. oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai entendu Maxime derrière, peut-être que. ouais, non, ça Marc, c'est une bonne question. Je pense que ce serait possible. Ce serait un peu la piste à explorer, mais on sait pour les agriculteurs quelle part, enfin, on connaît les surfaces qu'ils ont allouées à telle culture. Ça, on connaît. On connaît la. Donc ça, effectivement, on peut le creuser. Qui sont alloués à chaque culture en fait. C'est bien Ouais, ça. Ouais. ouais. Ouais, ce serait intéressant peut-être de l'introduire pour valider votre interprétation, hein. Mhm. Mm. Voilà, alors je vais pas monopoliser les questions. Il y a peut-être des questions d'autres personnes. Alors je crois qu'il y en a une, oui. Je vois pas bien qui c'est. C'est Richard, c'est ça? Oui, merci beaucoup Clément, merci beaucoup Maxime. C'était vraiment très intéressant, forcément Maxime sans doute sur des sujets qui me tiennent à cœur. Je vais revenir forcément sur la question de Colline, sur la question d'assurance, juste parce que vu les modalités de définition de votre variable income, j'ai le sentiment que les dépenses d'assurance sont prises en compte, donc qui viennent donc malucer le niveau de cette variable income. Mais par contre, les compensations, donc les indemnisations que perçoivent les agriculteurs ne sont pas prises en compte. Donc, ce qui voudrait dire que, comme la littérature dit que les agriculteurs les plus riches ont tendance à s'assurer un peu plus, ça pourrait venir un petit peu réduire votre effet de réduction des inégalités. Parce que les plus riches, en fait, selon votre variable, dépensent des assurances, mais ne perçoivent jamais les compensations, alors qu'en dans les faits, ces compensations viennent justement bonifier leurs revenus à la suite de ces événements extrêmes, quoi. C'est le sentiment que j'en ai, mais peut-être à vérifier selon les modalités de calcul d'Andrika.
Et c'est un peu la même idée que j'avais pour du coup l'irrigation, qui je pense peut-être pourrait expliquer une partie, comme je vous disais dans la question dans le chat. Oui, très juste. En fait, dès lors qu'on s'intéresse à ces événements météo et donc la question des assurances est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Effectivement, je pense qu'on doit, avec Maxime, travailler un petit peu plus, peut-être éventuellement sur est-ce que les dépenses d'assurance, est-ce que les primes sont dans les revenus. Maintenant, je, ouais, j'ai pas de bonne réponse à vous apporter sur cette question-là, à part que effectivement, c'est un point, c'est un point très important sur lequel on doit avoir un discours très clair. Oui, comme je l'ai répondu à votre camarade tout à l'heure, je, je prends le point et ouais, on va regarder ça un peu plus en détail. Ouais. Merci. D'autres questions? Je regarde autour de moi si jamais je ne vois pas des... Non, oui, une question, peut-être en français ou en anglais, je ne sais pas. Oui, peut-être j'ai une question, mais si possible, je parle en anglais. Yes. Okay, so you've been talking about adaptation just in the further developments of the research, and I have a question on whether you have thought about how to include this, and if a way could be to either split the sample in two periods and see whether there is a reduction in this effect over time, because maybe the large farmers are also those that can adapt in the long run. They can adapt in an easier way. Or another option that I thought, but I'm not sure whether it could work, is to see the reference time, changing the reference time of the extreme events, whether it has an impact on the size of the inequalities that you observe. Yes. So thanks very much for this question. So this is we haven't really thought about how to implement adaptation and adaptation behavior by farmers in the analysis. But my own take on this question is that we could perfectly identify differential effects across farmers across time, indeed, and we could leverage on the time variation because we have quite a long sample over time. We have 15 years, so comparing beginning of the period and end of the period behavior could be one way to measure adaptation. My second take on this is maybe to use changes in crop specialization across farmers. Maybe farmers just change their way of cropping or when to crop or they just changes of very broad changes in crop specialization over time could be a way to adapt. That's another hypothesis that we could test, given that we have data on crops, we have data on crops, and yes, so that's how we see these kind of things. But if you have other types of ways to tackle this adaptation, we are very fond of them. Thanks a lot. No worries. I just think it's important here because if your conclusion is that in the future if there will be more extreme events, hot events, there will be a reduction in inequalities, then this can be can change over time due to the adaptation capacity of the farmers. Yes. So it's not very clear to me for the moment whether our results for the moment do account for adaptation, whether it's in the analysis or not.
But my view is that adaptation is here, but we cannot identify the role that adaptation has played on this. It's right in the middle of the results, and maybe we could try to disentangle what is net of the adaptation and whether adaptation has played a role and a significant role, and in what direction. That could be one way to answer this kind of question, whether it's in terms of policy recommendation or whether future shocks are likely to have any impact in the aggregate or not. So my view is that adaptation is there. Our work would be to exclude it from the analysis, or at least to control for that, or to identify it and say two different things on this issue. Yeah. Yes. Thanks a lot. Ok. Encore des questions? Je vais peut-être juste, s'il n'y en a pas, alors c'est pas tellement une question, c'est juste une petite remarque. Lorsque vous dites que finalement, le changement climatique, il pourrait réduire les inégalités, je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions en disant ça, parce que d'habitude, réduire les inégalités, c'est supprimer les gens qui ont des faibles revenus pour les amener vers le haut. C'est tirer vers le haut, normalement, supprimer les inégalités. Là, quelque part, vous supprimez les inégalités en tirant vers le bas. Exactement. On supprime les inégalités en réduisant les revenus moyens. Oui. Donc, en tout cas, par rapport à l'acception usuelle du terme réduire les inégalités, c'est un petit peu biaisé Oui. comme terme. Ok. Ok. Bon, alors on va essayer d'être un peu moins dans la provocation la prochaine fois. Non, en fait, il fallait le voir un petit peu. Oui, non. À ce compte-là, c'est facile de supprimer les inégalités, vous voyez. Oui, oui. Là, il n'y a pas d'intervention publique, hein, ce sont simplement des événements extrêmes qui ont tendance à réduire les inégalités mesurées visuellement. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'était peut-être le point que vous soulevez, en effet. Oui, c'est ça. Statistiquement, effectivement, c'est bien une réduction des inégalités au sens statistique de dispersion, voilà. Mais au sens économique du terme ou même social du terme, ça va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens. Exactement. Parce qu'en termes de changement climatique, vous voyez, ça pourrait presque prêter à confusion en disant, finalement, il y a des aspects positifs du changement climatique. Et non, vos travaux ne disent pas ça, en fait. Je l'espère pas, en tout cas. Ouais. Mais vous voyez, en disant, finalement, le réchauffement, c'est le changement climatique, ça peut réduire les inégalités. Si on s'arrête à ça, on a presque tendance à se dire, donc il y a du côté positif. Oui, ok. C'est surtout par rapport à ça, en fait. Oui, j'entends parfaitement le point. On pourrait contrebalancer cet argument de ça réduit les inégalités par oui, mais la contrepartie, c'est il existe une baisse du niveau moyen, et donc c'est pas une très bonne chose. Oui. Pas d'autres interventions? Oui, est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, justement, par rapport à cette question d'inégalité, je pense que il vaut mieux définir, préciser le sens dans lequel on utilise cette expression, parce qu'effectivement, au cours de l'exposé, à certains moments, j'ai plus compris que c'était comme un effet égalisateur, quoi, du moment que certains voient leur revenu soit augmenter, soit au contraire diminuer pour les hauts revenus dans le cas des températures froides, si je me souviens bien. Mais en fait, habituellement, dans la mesure des inégalités, on considère plutôt une mesure de concentration. Pour disons que des inégalités augmentent à partir du moment où les revenus, dans ce cas du secteur agricole, sont concentrés, le plus concentrés chez un groupe particulier, au détriment des autres. Oui, j'entends. Un indicateur de Gini, par exemple, c'est ça? Oui, c'est ça. En général, la plupart des indicateurs, c'est quel que soit, disons, avec leur définition et leurs caractéristiques
propre, en général, se concentre sur justement une mesure de concentration des revenus. Et il me semble aussi que dans ce travail, il y a lieu disons, de regarder les niveaux absolus des revenus. Parce que quand on regarde juste le côté relatif, bon, on loupe disons, un aspect important. C'est-à-dire qu'on peut égaliser, par exemple, ou avoir une concentration moindre, mais si les revenus plongent pour tout le monde, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Oui, totalement. On Ouais. aplatit un peu la distribution avec nos Oui, déciles. Totalement. On ne prend pas en compte la variation au sein du décile et qui est voilà. probablement important dans le dernier, qui est celui sur lequel on a un discours voilà, sur lequel on se focalise particulièrement. J'entends totalement la remarque sur le niveau absolu de revenu. On pourrait conditionner l'effet et avoir une autre stratégie empirique qui s'intéresse à l'effet d'un choc extrême, pas extrême, mais en l'occurrence extrême, en fonction du niveau de revenu absolu, et pas simplement de la catégorie dans laquelle vous êtes. Ça, on pourrait très bien le Oui. faire. Oui, il y a un effet pour, disons, chaque producteur, disons, aux catégories de producteurs, et aussi un effet global. Enfin, et concernant la définition aussi de cas extrêmes ou de température extrême, etc., je pense que, disons, dans la perspective de projection, etc., et de l'adaptation dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est à la fois la fréquence des événements et l'acuité, en fait, des écarts de température, enfin des températures elles-mêmes en valeur absolue, Exactement. qu'il faut prendre en compte. Bon, ça c'est à creuser après. Merci. Alors, Merci. il y a encore, je crois, une question. Oui, bonjour. Vous en avez peut-être parlé en introduction, mais quand vous parlez des cas extrêmes ou de températures extrêmes, est-ce que vous avez, sur quelle fréquence ces événements apparaissent dans votre étude sur une année? Et aussi, est-ce que vous avez pu projeter un petit peu l'accélération de la fréquence de ces températures extrêmes ou de ces cas extrêmes dans le futur? Sur le premier point, alors ces événements extrêmes ont lieu 20% du temps dans notre période avant notre période, si vous voulez, d'analyse. Après, je dois vous avouer que j'ai pas vérifié à quel point on retrouvait ces événements en fait. Est-ce qu'on les a plus que 20% ou pas 20, enfin, à quel point on s'écarte des 20%, je suis pas certain. Mais c'est un point que je note avec un grand intérêt, effectivement. Donc avant la période, par définition, ils sont présents à 20%, puisque ce sont les deux groupes de 10% des bouts de distribution. Est-ce qu'après on les a un peu plus, ce qui fait en fait un indicateur de la pertinence de nos événements et peut-être de son lien avec le changement climatique. C'est un point pertinent, en effet. Oui. Ok, merci. Donc c'est Merci. 10% des deux spectres en fait, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je revérifie s'il y a encore quelques questions. Je ne crois pas. Je pense pas voir. Arrêtez-moi si je me trompe. Bah, écoutez, Clément Nédoncel, merci beaucoup pour ce séminaire, pour ce Friday Lunch Meeting. Merci Et pour votre puis, invitation. je pense que les uns et les autres, de toute façon, si vous avez encore des questions, vous pouvez les adresser aussi par mail, n'hésitez pas. Bien sûr. Et puis, on se recroisera peut-être bien à la chaire, puisque vous travaillez avec des anciens de la chaire, et plusieurs d'ailleurs, hein, j'ai dit. Oui, Et vous suivez également une doctorante à la chaire, je crois. oui, c'est ça. Avec Léa. Donc, voilà. Je crois pas qu'on ait encore eu l'occasion de se croiser, mais ça va venir. Non. Voilà. Avec plaisir. En Merci tout cas, merci beaucoup. pour votre invitation.
Merci aussi pour cette présentation.